Aujourd'hui, on va parler de la langue japonaise dans l'ensemble, et on va essayer de dire un maximum d'informations sans que ce soit trop ennuyeux. Dans la description, il y a un sommaire si un sujet vous intéresse plus qu'un autre, mais je vous conseille quand même de tout regarder parce que sinon il y a des informations que vous risquez de zapper. On commence avec quelques informations de base. Le japonais, c'est une langue qui est parlée par 123 millions de PNJ, principalement des japonais du Japon. Oui. Elle fait partie de la famille des langues japoniques, qui inclut d'un côté les différents dialectes du japonais et les différentes langues Ryukyu parlées dans les îles du sud du Japon. Il y a des tentatives de lier la famille des langues japoniques avec d'autres familles de langues, mais on va pas en parler ici. Alors jusqu'à preuve du contraire, la famille des langues japoniques c'est une famille de langues sans lien prouvable avec d'autres. Le proto-japonais c'est la langue hypothétique ancêtre à la fois du japonais et des langues Ryukyu. Elles ont été apportées sur l'archipel durant les grandes vagues de migration de la période Yayoi, qui commence au 4e siècle avant notre ère. Avant cela, au Japon, il y avait différents peuples qu'on appelle aujourd'hui les Jōmon, et ils ont été remplacés progressivement par les Yayoi, les ancêtres des Japonais donc, même si ce remplacement est moins marqué au nord de Honshu, l'île principale, et à Hokkaido, où on trouve encore quelques membres du peuple Ainu qui descendent directement d'un de ces peuples Jōmon. A noter que de nos jours, le japonais moyen a environ 20% de sang Jōmon, donc évidemment il y a eu des mélanges. En ce qui concerne la langue des Yayoi, le proto-japonais, on n'en a pas de traces directes, parce qu'il n'y avait pas d'écriture. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est en faire une approximation en comparant le japonais et les langues Ryukyu. Les plus anciennes traces qu'on ait de la langue japonaise, elles datent de la période Nara, qui va de 710 à 794 de notre ère. On appelle ça la période Nara parce que la capitale c'était l'actuelle ville de Nara. Ces textes c'était surtout des poèmes, des chants et des registres de la mythologie japonaise. Et on a aussi quelques textes religieux et politiques écrits en prose. Les textes sont écrits à l'aide de caractères chinois qui ont été introduits au Japon au 5e siècle via la Corée. Avant ces textes fondateurs, les seules traces qu'on avait de la langue japonaise c'était soit des noms propres dans les archives chinoises, ou bien sur des épées. Évidemment, la majorité des textes qu'on a de cette époque, ils sont écrits dans le dialecte qui était parlé dans la cour de Nara, qui se trouve à l'ouest historique du Japon. Toutefois, on a quand même quelques textes qui sont écrits dans le dialecte de la région de Azuma, qui se trouve à l'est, notamment des chants. Et on peut voir qu'il y a quand même quelques différences entre le dialecte de l'ouest et le dialecte de l'est. Notamment dans le dialecte de l'est, il y a certains mots qui sont empruntés à la langue des Ainu. D'une manière générale, on peut dire que le dialecte de l'est était perçu à cette époque par les gens de l'ouest comme étant un peu plus rural. Alors il est important de préciser que presque tous les dialectes modernes du japonais, dont le japonais standard, descendent du vieux japonais de l'ouest. Et ça, même pour les dialectes de l'est, du nord-est, etc. En fait, il n'y a qu'un seul dialecte qui descend vraiment de cet ancien dialecte de l'est, et c'est le dialecte de Hachijo, parlé dans les îles du même nom au sud de Tokyo. D'ailleurs, c'est un dialecte qui est tellement différent des autres dialectes du japonais qu'il est parfois classifié comme une langue japonique à part. Ensuite, après la période Nara, on passe à la période Heian, qui va de 794 à 1185. Et à la même occasion, on passe du vieux japonais au haut moyen japonais. Haut dans le sens où il est plus ancien que le moyen japonais tardif, dont on va parler après. C'est durant cette période que fleurit la littérature japonaise avec des œuvres comme le Di de Genji, Genji no Monogatari, qui est probablement la plus connue. Cette floraison, elle est notamment due au développement des syllabaires qui sont plus simples et plus adaptés que les caractères chinois pour transcrire la langue japonaise. Cette forme de japonais, c'est elle qui va définir la base de ce qu'on appelle le japonais classique, qui sera la langue officielle de l'écrit au Japon jusqu'au début du XXe siècle. Après la fin de la période Heian en 1185 et jusqu'au début de l'ère Edo en 1600, on est dans la période du moyen japonais tardif. Même si la forme de japonais la plus écrite à cette époque, ça reste le japonais classique, donc le haut moyen japonais, on a quand même de très bonnes traces du moyen japonais tardif, pour plusieurs raisons. Déjà, l'expansion du bouddhisme a permis d'augmenter le taux d'alphabétisation dans le pays, et donc on a une plus grande variété de textes. Et c'est aussi durant cette période que des non-japonais, notamment les portugais, vont commencer à décrire la langue telle qu'elle est parlée dans des livres. L'objectif des portugais à ce moment-là, c'est de convertir un maximum de japonais au christianisme. Tout ça va aboutir à la rédaction par Juan Rodrigues en 1603 de la toute première grammaire du japonais. Alors ça peut paraître un peu bizarre que la première grammaire du japonais elle ait été écrite aussi tardivement et par un non-japonais, mais en vrai c'est quelque chose d'assez commun dans l'histoire des langues, c'est même arrivé chez nous. La première grammaire importante du latin elle a été écrite par un grec, et même chez nous la première grammaire du français elle a été écrite par un anglais. Quelques années après, on a aussi un livre écrit par un coréen pour apprendre le japonais tel qu'il était parlé par le peuple. Le livre a été écrit par un coréen qui avait été capturé enfant par les soldats japonais quand ils ont envahi la Corée en 1592. Au bout de 10 ans, il a été rendu à sa patrie et il a alors servi d'interprète et d'ambassadeur entre le Japon et la Corée, et par la même occasion aussi d'enseignant pour les commerçants et les diplomates coréens qui voulaient aller au Japon. Bref, en plus des évolutions de la langue, avec l'arrivée des Portugais, c'est aussi durant cette période qu'on voit les premiers emprunts dans la langue japonaise qui viennent d'autres langues que le chinois. Par exemple, on a le mot kappa, un imperméable, qui vient du portugais cap, qui veut dire cap. On a aussi karuta, qui vient du portugais carte, et qui désigne les cartes à jouer traditionnelles japonaises. On considère que le japonais moderne commence avec le début de l'ère Edo en 1600. C'est la fin des guerres civiles et le Japon est unifié pour de bon. Edo, qui est l'actuel Tokyo, devient la ville la plus importante et la plus peuplée du Japon.
Et ça va avoir un grand impact sur la langue, parce que jusque-là, le centre du pouvoir se trouvait à l'ouest, dans le Kansai, mais Edo se trouve à l'est, dans le Kanto. Il y avait déjà eu autrefois un phénomène similaire durant la période Kamakura de 1185 à 1333. La cour impériale se trouvait à Kyoto, à l'ouest, mais le gouvernement militaire se trouvait à Kamakura, à l'est, et ça a mené à une influence mutuelle des dialectes de l'est et de l'ouest. Mais là, durant la période Edo, c'est vraiment le dialecte de l'Est, plus précisément celui de la classe moyenne d'Edo, qui devient le dialecte standard par défaut du Japon. Durant cette période, il y a eu un boom économique, ce qui fait que la classe des marchands est devenue plus importante que la classe des militaires. D'autant qu'il n'y avait plus vraiment de guerre, donc ils servaient plus vraiment à grand chose. Et ces marchands, ils ont utilisé leur thune principalement en sponsorisant différentes formes d'art, ce qui fait qu'on a eu une très grosse production littéraire durant cette époque dans le dialecte d'Edo. Pendant la majorité de cette période, les Japonais ont opéré une politique de stricte isolation. Seuls quelques Européens avaient le droit de commercer et ils devaient le faire sur une île artificielle, là et pas ailleurs. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir du pays. Mais en 1853, les États-Unis vont forcer le Japon à s'ouvrir et on va avoir une abondance de connaissances du monde entier qui vont arriver. Et avec elles, beaucoup de mots de vocabulaire, notamment de langue européenne. Ryukusaku, sac à dos, de l'allemand rucksack, ice cream, de l'anglais ice cream, ou encore zubon, du français jupon. Mais évidemment, l'extrême majorité des mots empruntés durant cette période viennent de l'anglais. Maintenant, il faut qu'on parle un peu beaucoup du système d'écriture parce que c'est un bazar monstre. Donc comme j'ai dit plus tôt, l'écriture chinoise elle est importée au Japon au 5e siècle en même temps que le bouddhisme. Petite parenthèse parce que c'est important de comprendre comment fonctionne l'écriture chinoise dans le chinois pour comprendre comment ça s'est développé après dans le japonais. De toute façon, vous allez voir que par rapport à comment ils sont utilisés en japonais, en chinois c'est vraiment pas compliqué. En chinois classique, une syllabe est égale à un mot, et ce mot est associé à un caractère, un symbole, qu'on appelle en japonais un kanji, littéralement un caractère chinois. Et donc vice versa, à chaque caractère chinois est associé un mot, et donc une syllabe. Et attention, ce ne sont pas des idéogrammes, mais ça j'en parlerai si je fais une vidéo sur le chinois. Prenons en exemple 3 caractères chinois. Ce caractère en chinois ancien se prononce à peu près ya et signifie nuit. Ce caractère se prononce ma et signifie le chanvre, le cannabis, le tamiampelo. Et pour finir, ce caractère se prononce teng et signifie escalader. Bon, vous avez compris le principe, enfin j'espère. Donc au début, les Japonais ils écrivaient que dans la langue chinoise classique, et quand fallait écrire un nom propre, ils faisaient une transcription. Par exemple, le nom de la région où se trouvait le pouvoir et qui par extension a fini par désigner tout le Japon se nommait à l'époque Yamato. Et les Japonais de cette époque se sont dit, ce caractère ça se prononce ya, ce caractère ça se prononce ma, celui-là ça se prononce teng, ensemble ça fait Yamateng, ça ressemble un peu à Yamato, donc maintenant on va écrire Yamato comme ça. Et donc quand les Japonais écrivaient ça, c'était pas dans le sens le tamien de la nuit escalade, parce que ça veut rien dire, mais c'était pour transcrire le nom Yamato. Donc c'était progressif, comme j'ai dit au début ils écrivaient que en chinois classique, et quand fallait écrire un nom japonais, là ils faisaient une transcription. Sauf que vu que la grammaire du chinois et la grammaire du japonais sont très différentes, parfois dans une même phrase, les mots peuvent être inversés. Et donc les Japonais se sont dit, flemme de remettre les mots dans l'ordre dans ma tête quand je lis un truc, à partir de maintenant, quand on écrit le chinois classique, on va mettre les mots dans l'ordre du japonais. Alors c'est ça pas 5 minutes d'écrire le chinois classique en mettant dans l'ordre japonais, mais au bout d'un moment ça devient difficile à comprendre. Le chat mange la souris, ça devient le chat la souris mange, on sait même plus qui mange qui. Donc en plus des noms propres, à partir de maintenant, on va aussi transcrire les mots grammaticaux, genre les terminaisons ou les particules. Donc on s'est retrouvé avec un système mixte où certains caractères chinois étaient utilisés uniquement pour leur sens, et certains caractères chinois étaient utilisés uniquement pour leur prononciation pour transcrire certains mots japonais. Donc par exemple pour écrire nuage, kumo en japonais, soit on utilisait ce caractère chinois qui se prononce hyun en chinois classique et qui veut dire nuage, soit on utilisait une transcription, on utilisait ce caractère qui se prononce que, celui-là qui se prononce mo pour faire kumo, le nuage. Ce système de transcription des syllabes japonaises à l'aide de caractères chinois, ça a un nom, ça s'appelle les manyō-gana. Gana ou kana, ça veut dire faux nom parce que le caractère est utilisé uniquement pour sa prononciation et pas pour son sens, donc c'est un faux nom. Et Manyō, ça vient de Manyōshū, le registre des 10 000 feuilles qui est le plus ancien registre de poèmes japonais. Par la suite, vers le 9e siècle, ces Manyō-gana ont été simplifiés en 2 systèmes d'écriture, les hiragana et les katakana. Kana, c'est le nom générique pour désigner les 2 systèmes d'écriture, d'un côté les hiragana, kana simple, et les katakana, kana fragmentaire. Ça s'appelle comme ça parce que les hiragana à l'origine c'est des formes cursives ou simplifiées des caractères chinois, et les katakana c'est des morceaux, donc des fragments de caractères chinois. À l'origine, autrefois, la différence entre les deux, elle résidait surtout dans qui utilise quoi. Les hiragana, ils étaient surtout utilisés par les femmes, qui souvent ne connaissaient pas vraiment les kanji, et les katakana, eux, étaient utilisés par les hommes avec les kanji. Au final, vers le Xe siècle, c'est les hiragana qui l'ont emporté et qui ont fini par être beaucoup plus utilisés par tout le monde, hommes comme femmes. Maintenant, de nos jours, l'utilisation des kanji et des kana dans le japonais, elle diffère énormément et c'est assez complexe. Mais avant d'en parler, je dois donner une caractéristique des kanji en japonais.
En japonais, un kanji peut avoir plusieurs prononciations divisées en deux catégories, les kunyomi et les onyomi. Le onyomi, c'est la prononciation originale du caractère, tel que les Chinois le prononçaient, mais avec bien sûr un accent japonais. Par exemple, ce caractère qui veut dire montagne, son onyomi c'est sang, et c'est basé sur la prononciation du mot chinois shan. Et le kunyomi, c'est la prononciation purement japonaise. On va garder uniquement le sens du caractère et on va prononcer le mot japonais. Par exemple, montagne en japonais se dit yama, donc le kunyomi de ce même caractère c'est yama. À noter que, et là ça devient compliqué, un même caractère peut avoir plusieurs onyomi et plusieurs kunyomi. Pour les kunyomi, la raison elle est plutôt simple, c'est soit dû au synonyme, soit dû au fait qu'un même caractère chinois pouvait avoir plusieurs sens dans lequel on utilisait plusieurs mots en japonais. Par exemple, en chinois classique, ce caractère veut dire vivre, mais il veut aussi dire naître. Et en japonais, tout comme en français d'ailleurs, vivre et naître, c'est deux mots différents. Donc en kunyomi, ce caractère il peut se lire aussi bien ikiru, vivre, que umareru, naître. Et comme vous le voyez, il y a un moyen de faire la différence entre les deux, mais on en parlera plus tard. Et pour les onyomi, la raison elle est due au fait que l'histoire de la Chine elle est très longue et que la Chine c'est très grand. Donc il y a énormément de dialectes qui évoluent, avec des zones d'influence qui fluctuent. Ce qui fait que les Japonais ont parfois pu emprunter différentes façons de prononcer un kanji à différents moments et dans différentes régions de Chine. Et on divise ces différents types de onyomi en 4 catégories qui terminent toutes par on. On ça veut juste dire son. Le Gohon, basé sur la prononciation de la région de Wu au 5e et au 6e siècle. Le Kanhon, basé sur la prononciation de Chang'an entre le 7e et le 9e siècle. Le Tohon, basé sur les prononciations standards des dynasties chinoises un peu plus tardives, donc après l'an 1000. Et enfin les Kanyohon, qui sont en quelque sorte des erreurs de prononciation que tellement de japonais ont faites qu'elles sont rentrées dans le langage courant. Par exemple, le kanji précédent, celui qui veut dire vivre, il a 2 onyomi. Sho, qui est le Gohon, et Se, qui est le Kanhon. Et en fonction des mots composés, on va utiliser soit l'un, soit l'autre. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, je vais donner quelques mots de vocabulaire pour mieux comprendre l'utilisation des kanji, des hiragana et des katakana dans la langue japonaise. Évidemment, ce sera pas exhaustif. Commençons par la situation où on voit un kanji tout seul. On a déjà précédemment vu le mot yama, qui veut dire montagne et qui s'écrit avec un kanji seul et prononcé en kunyomi, en prononciation japonaise. La plupart du temps, quand un kanji est tout seul, on utilise le kunyomi, mais dans des cas un peu plus rares, on va utiliser le onyomi, la prononciation chinoise, comme dans le mot sei, qui veut dire la vie. Maintenant, voyons la situation où on voit un kanji suivi de hiragana. On a déjà vu que ce kanji en kunyomi peut se dire ikiru, vivre, et dans cette situation, on écrit ki et ru juste après le kanji. Le but, c'est déjà de différencier entre les terminaisons grammaticales, parce que si on met pas les hiragana, ça pourrait très bien être ikita, avoir vécu, ou ikiro, vie, ou bien ikisaseru, faire vivre. Et ça sert aussi à indiquer de quel mot on parle, parce que si on met pas les hiragana, ça peut être se, qui veut dire la vie, ikiru, vivre, ou bien umareru. Sauf que dans le premier cas, on met juste le kanji, dans le deuxième cas, on met kiru, et dans le troisième cas, on met mareru. Ces hiragana qui servent à donner un indice sur la prononciation du mot, on les appelle les okurigana, littéralement les kana qui accompagnent. Ensuite, on a les mots qui utilisent uniquement des hiragana. En général, c'est des mots grammaticaux ou des mots de liaison comme shikashi qui veut dire cependant, ou node qui veut dire parce que. Mais parfois, c'est juste des expressions ou bien des onomatopées qui n'utilisent pas de kanji, comme hakkiri qui veut dire clairement. Ensuite, les mots qui utilisent que des katakana, c'est très souvent des emprunts à des langues étrangères autres que le chinois, comme ice cream, la crème glacée. Ou parfois, ça peut être des onomatopées, comme doki doki, le boum boum d'un battement de cœur. Quand vous lisez des mangas, en général, les onomatopées sont écrits en katakana. Notez que ça arrive souvent qu'un mot qui est normalement écrit avec des kanji soit écrit uniquement en hiragana, notamment quand c'est des kanji plutôt rares. Par exemple, le mot kumo, qui veut dire araignée, normalement ça s'écrit comme ça, mais la plupart des japonais l'écrivent uniquement en kana. D'ailleurs, même sur la page Wikipédia, le titre est uniquement écrit en katakana. Alors quant à savoir dans quelle situation les japonais ils vont utiliser plutôt les hiragana ou les katakana, là j'ai pas vraiment de réponse. Souvent les noms d'animaux ça va être écrit en katakana, alors que les noms d'ingrédients comme le mirin, qui est une boisson alcoolisée, ça va être écrit en hiragana, mais je sais pas s'il y a vraiment une logique ou pas. Maintenant on passe aux mots qui utilisent plusieurs kanji. En général c'est des mots qui sont lus en onyomi, comme tout simplement Nihongo, la langue japonaise, Go c'est la langue, Nihon le Japon, littéralement l'origine du soleil. Un peu plus rarement, chaque caractère est lu en kunyomi, comme dans Hanabi, le feu d'artifice, littéralement le feu floral. Encore plus rarement, il y a un kanji qui va être lu en onyomi et un autre qui va être lu en kunyomi. C'est le cas notamment dans kana, où ka c'est la prononciation onyomi de ce caractère qui veut dire faux, et na c'est la prononciation kunyomi de ce caractère qui veut dire non. Donc ça donne le faux nom. Et dans des cas encore plus rares, on va utiliser la signification de la combinaison des kanji et prononcer le tout en kunyomi. Par exemple, chèvre en japonais ça se dit yagi et ça s'écrit avec les caractères de montagne et mouton, donc mouton des montagnes. Mais c'est uniquement la combinaison de caractères qui a cette signification de mouton des montagnes. Le mot yagi, peu importe comment tu le découpes étymologiquement, ça veut pas dire mouton des montagnes, ça veut juste dire chèvre. Donc voilà, avec ces mots, on a vu les points majeurs pour comprendre l'écriture japonaise. Alors il y a d'autres combinaisons qui existent, mais à partir du moment où on comprend celle-là, le reste est pas trop exotique.
Et du coup, étant donné qu'il y a un mix d'écriture entre caractères chinois et syllabaires, il y a évidemment beaucoup moins de kanji qui sont utilisés en japonais qu'en chinois. En chinois, il n'y a pas de limite officielle, mais si on prend la moyenne, on est à peu près sur 4000 caractères qui sont plutôt courants. Au Japon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a établi une liste qui s'appelle les Toyo Kanji, littéralement les kanji généralement utilisés. Et en 1946, on était à 1850 caractères dans cette liste. Mais contrairement à ce que le nom indique, l'objectif n'était pas de déterminer les caractères les plus couramment utilisés, mais plutôt ceux qui pouvaient déterminer un alphabétisme correct pour un lycéen. Et c'est au même moment qu'on a adopté les shinjitai, les nouvelles formes de lettres, qui simplifient l'écriture de quelques kanji. Les anciennes formes, on les appelle désormais les kyujitai. Et d'ailleurs, quand plus tard les Chinois aussi feront une simplification des caractères, ils s'inspireront en partie du travail qui a déjà été fait au Japon. En 1981, la liste des Toyo Kanji a été remplacée par la liste des Joyo Kanji, qui veut dire sensiblement la même chose. Cette liste contenait alors 1945 caractères, et quand la blague a cessé d'être drôle, on a étendu plusieurs fois la liste jusqu'à arriver à 2136 caractères en 2010. On peut diviser les Joyo Kanji en deux catégories. Les Kyoiku Kanji, kanji d'éducation, qui sont étudiés au primaire, qui sont au nombre de 1026, et le reste qui sont étudiés au secondaire. Bien sûr, c'est pas interdit d'utiliser d'autres kanji, notamment dans la littérature, etc. Par contre, c'est interdit d'avoir un nom de famille ou un prénom qui contient des kanji qui sont hors de cette liste. Sauf s'ils font partie de la liste des Jinmeiyo Kanji. Les Jinmeiyo Kanji, littéralement les kanji de nom de personne, c'est une liste qui date de 1951 qui contient 863 caractères qui peuvent être utilisés légalement dans un nom ou un prénom. D'ailleurs, je sais pas qui a fait cette liste, mais jusqu'en 2004, dedans il y avait des mots comme cancer, cadavre, hémorroïde, et d'autres mots que je peux pas dire sur YouTube. Donc les kanji et leur utilisation ont évolué, mais c'est aussi le cas pour les kana. Déjà depuis l'ère Meiji et la modernisation du Japon, l'usage des dakuten s'est généralisé. Les dakuten, c'est des petits symboles au-dessus des kana pour modifier le son de la consonne de la syllabe, notamment en la voisant. Par exemple, ta devient da, ka devient ga, et ha devient ba. Il y a aussi le handakuten qui sert à modifier un son he en son pe. Alors avant ça existait déjà, les dakuten et les handakuten, mais c'était plutôt facultatif. Ensuite, on a perdu l'utilisation de deux kana, le kana pour oui et le kana pour we, notamment parce que sur la fin, ils étaient prononcés exactement comme i et e, donc ça servait à rien. D'ailleurs, d'une manière générale, l'écriture des kana s'est simplifiée en quelque chose qui correspond beaucoup plus à la manière dont les mots sont réellement prononcés en japonais. Par exemple, le mot mangyoshu, aujourd'hui, ça s'écrit quasiment comme ça se prononce, mais au début de l'utilisation des kana, ça se serait écrit comme ça. Et si on prononce ça en japonais moderne, ça fait mangefu shifu, donc on est très éloigné de la prononciation de mangyoshu. Maintenant, on va parler un peu de la phonologie du japonais. Alors, je vais pas lister tous les sons qui existent en japonais, parce que concrètement, c'est juste des sons, c'est pas très intéressant. Par contre, je vais donner quelques caractéristiques de la phonologie japonaise. Déjà, il y a des voyelles longues. Par exemple, obasan, la tante, c'est pas le même mot que obaasan, qui veut dire la grand-mère. Le A est plus long. Il y a aussi des consonnes géminées, c'est-à-dire que dans certains mots, on va doubler une consonne. À l'écriture, c'est représenté en écrivant un petit tsu avant la syllabe dont on va doubler la consonne. Par exemple, kata, c'est pas le même mot que katta. Le T est géminé. Si j'exagère, ça donne katta. Le japonais, c'est aussi une langue à accent de hauteur, c'est-à-dire qu'une syllabe peut être prononcée soit avec un ton haut, soit avec un ton bas. Par exemple, baguette et pont en japonais, ça se dit pareil, hashi, mais si on respecte les règles d'accent, ça se prononce pas pareil. Hashi, les baguettes. Hashi, le pont. Cependant, c'est un petit peu une zumba, parce qu'en fonction des régions, l'accent de hauteur il change, et il y a même des régions où ça existe tout simplement pas. En plus, quand on parle de accent de hauteur, en général, on prend toujours ce même exemple de hashi, hashi, pour dire ah regardez, c'est important pour distinguer les mots, alors qu'il y a énormément de mots qui n'ont pas le même sens, mais qui ont la même prononciation et le même accent de hauteur. Là, on a parlé vite fait de la phonologie du japonais moderne, de toute façon on va en reparler, mais maintenant on va aborder la grammaire, mais on va rester dans des termes simples. Déjà, c'est une langue sujet-objet-verbe, contrairement au français qui est sujet-verbe-objet. C'est-à-dire que si je veux dire le chien mange de la viande, je vais dire inu wa niku o tabemasu, littéralement, le chien de la viande mange. L'adjectif et l'adverbe, eux, se placent avant le nom et le verbe qu'ils modifient. Donc là aussi, c'est l'inverse du français. Chien rouge, ça se dit akai inu, littéralement rouge chien. Ensuite, c'est une langue agglutinante, c'est-à-dire qu'on forme les mots en ajoutant des petits morceaux pour modifier le sens. Prenons un exemple vite fait. Tabe, c'est la racine du verbe manger. Si on ajoute taku, ça indique la notion du désir. Si on ajoute na, ça indique la négation. Puis si on ajoute kata, ça indique le passé. Si on combine le tout, on obtient tabetaku nakatta, donc manger avec les suffixes du désir, de la négation et du passé. Ou dit plus simplement, ne voulez pas manger. En japonais, les différentes fonctions grammaticales, elles sont exprimées par des particules qu'on place après les noms. Par exemple, la particule wa permet d'indiquer le thème principal de la discussion, ce qui aide l'interlocuteur à savoir de quoi on parle exactement. Si vous voulez désigner le sujet qui fait l'action de manière plus spécifique, on utilisera plutôt la particule ga. Pour exprimer l'objet direct, celui qui subit l'action, on utilise la particule o juste après le nom.
Si on reprend la phrase exemple de tout à l'heure, le chien mange de la viande, inu wa niku o tabemasu, inu c'est le thème principal de l'action, donc on met la particule wa, inu wa. Et la viande, niku, c'est elle qui subit l'action de se faire manger, donc on met la particule o, niku o. Les déplacements et les lieux aussi sont gérés par des particules précises comme ni ou e qui indiquent une direction ou une destination. Par exemple, Paris veut dire Paris, ikimasu veut dire aller. Donc Paris ni ikimasu ou Paris e ikimasu, ça veut dire aller à Paris. Il existe aussi la particule no qui sert à exprimer la possession ou pour lier deux noms ensemble, un peu comme le mot de en français mais de façon inversée. Le chien de Kiba en japonais, ça va devenir Kiba no inu. Enfin, on trouve aussi des particules de fin de phrase comme ka qui transforme une affirmation en question ou ne qui permet de chercher l'accord de la personne avec qui on discute, c'est l'équivalent de n'est-ce pas. Genki desu ka? Est-ce que ça va bien? Genki desu. Ça va bien. Pour ce qui est des verbes, ils sont conjugués d'une manière assez différente du français. Déjà, les verbes ne changent pas en fonction de la personne qui parle. Je, tu, nous, vous, il, elle, peu importe, la forme du verbe reste la même. Donc tabemasu, ça peut vouloir dire autant je mange que tu manges, il mange, nous mangeons, etc. Par contre, il y a des aspects très différents du français qui font que la conjugaison japonaise n'est pas forcément plus simple. On va voir les différentes formes que peut prendre un verbe, et pour ça on va prendre l'exemple du verbe taberu, qui veut dire manger. A noter qu'il existe une conjugaison de base utilisée dans des contextes informels, c'est la forme en taberu, et une conjugaison plus polie qu'on utilise entre gens polis, que j'ai déjà utilisée sous la forme tabemasu. Mais comme je suis quelqu'un de mal poli, je vais prendre uniquement en exemple la forme de base. A noter aussi que chaque forme possède une forme positive et une forme négative. Taberu, manger, tabenai, ne pas manger. Mais je vais donner en exemple que les formes positives. Déjà la forme taberu, la forme de base du dictionnaire, c'est la forme du non passé. Taberu, ça exprime à la fois le présent et le futur. Ensuite, nous avons un deuxième temps, le passé, tabeta, je mangeais ou bien j'ai mangé. Il y a aussi une forme passive, taberareru, être mangé. Une forme causative, tabesaseru, faire manger, faire en sorte que quelqu'un mange. Une forme potentielle, tabereru, pouvoir manger. Un impératif, tabeyo, mange. La forme polie, elle est connue, donc je la mentionne aussi, c'est tabete kudasai, donc mange s'il te plaît. La forme volitionnelle, qui n'existe pas vraiment en français, mais qui est l'équivalent en anglais de let's avant un verbe, comme dans let's go, donc tabeyo, ça peut se traduire par allez, mangeons. La forme conditionnelle, tabereba, si je mange. La forme désitérative, tabetai, vouloir manger. La forme progressive, tabeteiru, être en train de manger. Et il y en a aussi beaucoup d'autres, mais pas aussi importants. C'est tout ça pour montrer que là où en français on va utiliser des verbes auxiliaires ou bien des tournures de phrases, en japonais on va utiliser des conjugaisons spécifiques. Ça peut paraître compliqué, mais globalement il s'agit juste de coller les bons morceaux aux bons endroits. Il y a très peu d'irrégularités. Les adjectifs, eux, se conjuguent d'une façon très similaire aux verbes, sauf une catégorie d'adjectifs qu'on appelle les adjectifs nominaux, qu'on va en gros toujours utiliser avec le verbe être. Par exemple, si je veux dire une chambre rouge, je vais dire akai heya, littéralement une chambre rouge, c'est un adjectif normal. Par contre, si je veux dire une chambre calme, là je vais dire shizuka na heya, et si je traduis littéralement, ça veut dire la chambre qui est calme. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de moyen en japonais de dire littéralement la chambre calme si j'utilise le mot shizuka. Je suis obligé d'utiliser le na qui est plus ou moins l'équivalent de qui est. Pour finir sur un aspect de la grammaire, en japonais, j'ai dit qu'il y avait une forme de base et une forme polie pour les verbes et les adjectifs. Mais il y a encore une forme au-dessus, c'est le sonkeigo, langage respectueux, et le kenjougo, langage humble. C'est-à-dire qu'on va pas conjuguer de la même manière si on est dans un contexte vraiment très poli, genre contexte très formel d'entreprise ou politique. Le sonkeigo, le langage respectueux, on va l'utiliser quand on parle des autres, pour les mettre en valeur. Et le langage humble, on va l'utiliser pour parler de soi-même, pour paraître modeste. Même dans ce contexte, la langue reste globalement la même vu que seule la conjugaison et quelques points grammaticaux changent, mais parfois quelques mots peuvent être remplacés. Par exemple, le verbe savoir, connaître se dit shiru en forme de base, shirimasu en forme polie. Et dans le contexte ultra poli en forme humble pour parler de soi-même donc, on va utiliser à la place zonji ageru, je sais, et en forme respectueuse, gozonji desu, vous savez ou il sait. Évidemment, c'est une utilisation très particulière de la langue et même certains japonais ont parfois du mal. D'ailleurs, non seulement il y a une distinction de langage en fonction du contexte social, mais aussi en fonction du genre. On parle pas vraiment de la même manière si on est un garçon ou si on est une fille. Un exemple qui est connu des gens qui regardent beaucoup d'animés, c'est les pronoms personnels. Les japonais en ont énormément et certains comme atashi qui veut dire je sont uniquement utilisés par les femmes. Et d'autres comme boku qui veut dire aussi je sont uniquement utilisés par les hommes. Maintenant pour ce qui est du vocabulaire, les japonais divisent traditionnellement en trois parties. Les Yamato Kotoba, mots d'origine japonaise native, les kango, mots d'origine chinoise, et les gairaigo, mots d'origine étrangère, principalement de l'anglais, mais pas que. Si on prend les mots du dictionnaire, alors les mots chinois sont à 50%, les mots japonais sont à 34%, les mots étrangers à 9%, et 9% sont des mots hybrides.
Par exemple, Aikido, c'est un mot hybride. Ai, c'est un mot purement japonais, et Ki et Do, c'est des mots d'origine chinoise. Donc ça voudrait dire que la majorité des mots japonais sont en fait des mots chinois? C'est vraiment tous des chinois depuis le début? Oui. Mais non, évidemment, c'est à nuancer, parce que les mots du dictionnaire, ça reflète pas forcément la manière dont on utilise le vocabulaire tous les jours. C'est comme en français, si on prend tous les mots du dictionnaire en comptant même tous les mots savants, on tombe à peu près 10% de mots d'origine grecque. Mais dans le langage de la vie de tous les jours, on tombe à peu près à 3%. C'est d'autant plus à nuancer qu'il y a une catégorie de mots chinois en japonais qu'on appelle les wasei kango, littéralement mots chinois fabriqués au Japon. Par exemple, le mot seiji, qui veut dire politique, c'est un composé de 2 caractères chinois prononcés en onyomi, donc à la chinoise. Mais c'est pas vraiment un mot chinois parce qu'elle a été créée en premier par les japonais avant d'être ensuite réempruntée par les chinois et les coréens. Maintenant qu'on a à peu près une idée de ce que c'est le japonais moderne, on va pouvoir faire quelques comparaisons avec le vieux japonais pour voir comment la langue a évolué avec le temps. Déjà au niveau des points communs, les deux sont sujet, objet, verbe, adjectif et adverbe avant le nom ou le verbe, et il y avait déjà des particules qui sont plus ou moins les mêmes qu'en japonais moderne, à quelques différences près. Au niveau des sons maintenant, même si on n'est pas certain à 100% de la phonologie du vieux japonais, on en a quand même une idée globale et il y a déjà quelques différences avec le japonais moderne. Déjà au niveau des voyelles, en japonais on a A, I, E, E, O. C'est le cas aussi en japonais ancien avec 3 différences. Déjà le U était prononcé OU, alors qu'en japonais c'est plutôt quelque chose entre le U et le OU, c'est un E. Ensuite en vieux japonais il n'y avait pas de voyelles longues, et la dernière particularité c'est qu'il y avait 2 types de I, 2 types de E et 2 types de O, prononcés différemment. On le sait notamment parce que dans les écrits, on utilisait parfois 2 kanji différents pour écrire la même syllabe alors que ça n'avait pas forcément lieu d'être. Le truc c'est qu'on sait pas vraiment comment ces variantes de I, E et O étaient prononcées. Certains pensent que c'était I, oui, E, we, O, wo, en tout cas pour les théories les plus anciennes, et d'autres pensent que c'était I, E, E, Ei, O, E, pour les théories les plus récentes. Mais bon, il n'y a aucun consensus là-dessus. D'ailleurs, cette différenciation, elle existe que en vieux japonais. Par la suite, en haut moyen japonais, on distinguait juste entre ko et ke et go et ge. Mais toutes les autres syllabes en haut, ou bien les i et les e, ça avait complètement disparu. D'ailleurs, dans le dialecte de l'Est du vieux japonais, on faisait cette distinction uniquement pour les o, et pas pour les i et les e. Donc ça montre bien qu'à grande échelle de la langue, on était déjà sur la fin du concept. Ensuite, le son he était toujours prononcé pe, là où aujourd'hui on met un hanbakuten pour transformer le he en pe. Par exemple, on a le mot hito, une personne qui était prononcé quelque chose comme pito. Et certaines syllabes n'étaient pas encore palatalisées et affriquées. Alors les mots font un peu peur, mais j'explique. En japonais moderne, on classe les kana, donc les syllabes, par consonne plus voyelle, sans compter le son qu'on retrouve parfois en fin de syllabe par influence des mots d'origine chinoise. Il y a 5 voyelles, donc ça fait 5 syllabes par consonne. A, I, E, E, O, Ka, Ki, Ku, Keko, Ma, Mi, Me, Memo, etc. Vous avez compris. Mais certaines lignes sont irrégulières. Par exemple, pour le son S, est-ce qu'on a Sa, Si, Se, Se, So? Non, on a Sa, Shi, Se, Se, So. Le shi, qui en vieux japonais était prononcé si, a fini par se prononcer shi. Pareil pour les syllabes en te. Là où en vieux japonais on avait ta, ti, tu, te, to, avec en bonus si on rajoute les autres voyelles dont on a parlé plus tôt, te, te, en japonais moderne on a ta, chi, tsu, te, to. Le ti et le tu ont évolué respectivement en chi et en tsu. C'est d'ailleurs un phénomène similaire qui est arrivé au français du Québec. Aujourd'hui le mot tu est beaucoup prononcé tsu, comme dans tsu va-tu bien mon chum? Et d'ailleurs, ça arrive aussi un peu en France, avec par exemple le mot cantine qui devient cantine, comme dans manger à la cantine, pélo. Dans les kana, en plus de ces syllabes, on a un son supplémentaire, le son qui apparaît parfois en fin de syllabe, comme dans pain, le pain. Ça, c'est une influence indirecte du chinois. C'est apparu à la période du haut moyen japonais, en même temps que l'arrivée de nombreux mots chinois dans la langue japonaise. Étant donné que dans beaucoup de langues chinoises, un mot dont une syllabe peut finir par un M ou un N, au début en japonais, dans ces emprunts, on pouvait avoir 2 sons en fin de syllabe, M ou N. Mais ils ont fini par fusionner vers le son n qui existe encore aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne l'accent de hauteur, il était probablement déjà présent parce qu'on peut voir que dans certains textes, on a choisi certains caractères chinois pour une seule syllabe, de sorte à ce que ça corresponde un peu au ton qu'il y avait en chinois médiéval. Pour ce qui est de la grammaire, le système de conjugaison était beaucoup plus riche, avec des règles aussi beaucoup plus complexes et de nombreux verbes auxiliaires. Pour parler en équivalent grammaire française, en français il y a 2 groupes de verbes, sans compter les verbes irréguliers. En japonais moderne aussi il y en a 2, et en vieux japonais il y en avait environ 6. 6 façons différentes de conjuguer selon le groupe du verbe, et c'est sans compter les verbes irréguliers. Tout à l'heure j'ai dit qu'en japonais il y avait 2 types d'adjectifs, les adjectifs qui se conjuguent comme des verbes, et les adjectifs nominaux qui ont besoin du verbe être. Eh bien à la base en japonais, tous les adjectifs sans exception étaient nominaux. La conjugaison des adjectifs comme les verbes c'est venu bien plus tard. Maintenant, on va comparer quelques mots en vieux japonais et en japonais moderne. Mais évidemment, je suis un filou, j'ai choisi les mots qui ont le plus changé, parce que par exemple, nani, quoi, en vieux japonais, ça se dit nani en japonais moderne. C'est pas très amusant.
Pour ce qui est des voyelles, je vais utiliser la reconstruction des sons de la recherche la plus récente. Pirushi, hiroi, vaste, wopite, otto, mari, peimi, hebi, serpent, kokoro, kokoro, cœur, kazopu, kazoeru, compter, aratashi, atarashi, nouveau, pi, hi, le feu, nugupu, nugu, essuyer, tipisashi, chisai, petit, teposhi, toi, loin, koporu, koru, gelé. Avec les derniers exemples, on voit comment certaines voyelles longues sont apparues comme un avalement du son pe qui se trouvait entre deux voyelles. Maintenant, on va aborder les différents dialectes du japonais. Alors j'ai déjà parlé du vieux dialecte de l'Est qui a évolué vers les dialectes des îles Hachijo, mais là on va parler des dialectes modernes en dehors du japonais standard qui, comme je l'ai dit, descend en grande partie du dialecte de Tokyo, anciennement Edo, avec une influence de Kyoto. Les dialectes y sont habituellement divisés en 4 groupes. Le dialecte de Hachijo, donc d'un côté, et de l'autre les dialectes de l'Est, de l'Ouest et de Kyushu. Kyushu, c'est le nom de cette grosse île dans le sud. Les langues des îles Ryukyu, elles un peu plus au sud, ne sont pas incluses dans les dialectes japonais puisque ce sont des langues à part de la même famille japonique mais qui ont évolué de leur côté. Il y a énormément de dialectes au Japon et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est un pays avec plein d'îles, et sur ces îles, il y a plein de montagnes, donc c'est favorable à l'isolement et au développement de différents dialectes. Ensuite, durant la période médiévale, les seigneurs étaient parfois stricts et refusaient que la population voyage d'un fief à l'autre. Durant cette même période médiévale, on n'a pas vraiment de traces d'à quoi peuvent ressembler les différents dialectes japonais, étant donné que le dialecte de prestige c'était celui de Kyoto, la capitale, et donc une variante du dialecte de l'Ouest. Exception faite évidemment pour le dialecte de Hachijo, étant donné que quelques chants avaient été écrits dans le dialecte vieux japonais de l'Est durant les débuts de l'écriture du japonais. Le tournant se fait lorsque les missionnaires portugais arrivent au Japon. J'ai déjà dit qu'ils ont écrit plusieurs livres pour décrire la langue japonaise, et grâce à eux, on a les premiers détails sur les différents dialectes japonais en dehors du dialecte de Kyoto. Et oui, puisque pour convertir les masses au christianisme, il fallait comprendre comment les gens parlent dans toutes les régions. Plus tard, avec l'ère Meiji et la modernisation du pays, il fallait que tout le monde parle le japonais standard, et donc le gouvernement a fait comprendre aux provinciaux que leur façon de parler était mauvaise. À l'époque, si les enfants parlaient leur dialecte local, on leur faisait porter une plaque du patois autour du cou, le Hogen Fuda, et pour s'en débarrasser, il fallait dénoncer un autre camarade qui utilisait son dialecte. C'était une méthode d'humiliation assez similaire aux méthodes de la France pour diffuser le français avec ce qu'on appelle dans le sud la vergogna. Puis ensuite, cette unification linguistique, elle a accéléré drastiquement avec la montée du nationalisme et l'arrivée des médias, surtout la radio et la télévision qui étaient diffusées en japonais standard. Par la suite, avec la défaite du Japon en 1945 et la fin du nationalisme, le déclin s'est un peu calmé, mais globalement on peut dire que maintenant les dialectes japonais sont chez la plupart des locuteurs plus des mix entre le japonais standard et les dialectes que des dialectes vraiment purs à proprement parler, surtout chez les jeunes. Mais on n'est jamais vraiment dans un cas de disparition totale du dialecte, on est plutôt loin de la situation française pour le coup. On peut diviser les dialectes sur plusieurs points de différence. Ça peut être le vocabulaire, la prononciation, l'accent de hauteur qui diffère grandement par région, ou même la forme du verbe être. Mais d'une manière générale, comme c'est le cas pour tous les dialectes du monde, vous voyez avec les différentes cartes qu'on peut pas diviser en lignes claires et nettes. C'est plutôt constitué d'un ensemble de zones de transition, surtout entre l'Est et l'Ouest. Parfois, dans un dialecte de l'Ouest, on va avoir quelques traits typiques de l'Est, et vice-versa. Ne serait-ce que pour le japonais standard lui-même d'ailleurs. On a déjà vu qu'il est basé principalement sur un dialecte de Tokyo, mais il a aussi beaucoup d'influence du dialecte de Kyoto étant donné que c'est l'ancienne langue de prestige. Par exemple, pour ne serait-ce qu'une phrase extrêmement commune que même beaucoup de Français connaissent, Ohayo gozaimasu, qui veut dire bonjour le matin. En réalité, c'est une expression du dialecte de Kyoto. Si on devait la prononcer selon la logique des dialectes de l'Est, donc de Tokyo, ce serait plutôt Ohayaku gozaimasu. D'ailleurs, on peut dire sans prendre trop de risques que le dialecte de Kyoto c'est le dialecte le plus facile à comprendre pour un Tokyoïte, en dehors des autres dialectes de l'Est évidemment. Pour ce qui est des dialectes de Kyushu, il y a déjà beaucoup plus de différences, même si pour des raisons géographiques, il y a tout de même des similarités avec le dialecte de l'Ouest, ainsi que quelques influences des langues Ryukyu parlées au sud. Une particularité notable, c'est que alors qu'en japonais de l'Est et de l'Ouest les adjectifs finissent en i, à Kyushu ils terminent en ka. Donc par exemple, samui, qui veut dire froid, devient samuka. Maintenant pour ce qui est du dialecte des îles Hachijo, comme j'ai dit, c'est vraiment une branche dialectale complètement à part, et c'est même au point où certains considèrent que c'est différent, au point où on peut se permettre de dire que c'est une langue différente du japonais maintenant. Même si bon, dialecte ou langue, ça revient exactement au même. Selon une théorie, elle serait même encore plus divergente qu'on le pense. Le modèle accepté aujourd'hui, c'est que le proto-japonais a divergé en vieux japonais de l'Est et vieux japonais de l'Ouest. Vieux japonais de l'Est a donné le dialecte de Hachijo, et vieux japonais de l'Ouest a donné les dialectes modernes de l'Est, de l'Ouest et de Kyushu.
Cependant, il y a certains traits du vieux dialecte de l'Est qu'on trouve pas que dans le dialecte de Hachijo, mais dans tous les dialectes japonais et même à Kyushu. Et donc selon cette théorie, en fait, à la base, tous les japonais parlaient le dialecte de l'Est, puis par la suite, le dialecte de la région de Nara et de Kyoto aurait divergé et développé ses propres innovations pour ensuite se diffuser dans tout le Japon, sauf à Hachijo. C'est-à-dire que selon cette théorie, le dialecte de Hachijo ne serait pas une cousine des autres dialectes japonais, mais en réalité ce serait la tante. À noter que ça reste une théorie et que le modèle par défaut ça reste vieux japonais de l'Ouest et vieux japonais de l'Est, ce sont des langues sœurs. Aujourd'hui, le dialecte de Hachijo, c'est vraiment une langue moribonde, elle est parlée par moins de 1000 personnes, et dans un siècle, elle sera sûrement déjà éteinte. Alors là, j'ai parlé des dialectes, mais il existe aussi d'autres formes de la langue japonaise. Étant donné l'histoire coloniale du Japon, il y a eu de nombreux pidgins à base lexicale japonaise, surtout durant la première moitié du XXe siècle, en Chine, dans les îles du Pacifique, et même pour communiquer entre soldats américains et japonais. Mais en plus de ça, il y a également un créole à base lexicale japonaise. Normalement, au moment où la vidéo sort, j'ai déjà fait un short sur le sujet, mais petit rappel rapide. Un pidgin, c'est une forme simplifiée d'une langue ou d'un mélange de langues pour faciliter la communication entre individus de langues différentes. Et un pidgin devient un créole à partir du moment où il devient la langue maternelle d'une communauté et qu'il se complexifie naturellement. Et donc ce créole japonais, c'est le créole de Ilan, qui est encore un petit peu parlé par quelques personnes à Taïwan. Le vocabulaire est principalement japonais et la grammaire est influencée par la langue originelle de ses locuteurs, l'atayal, qui est une langue austronésienne comme l'indonésien ou le malgache. L'atayal, c'est une des langues parlées par les aborigènes de Taïwan, qui sont minoritaires et qui l'étaient déjà au moment de la formation de ce créole. Il faut savoir que Taïwan, ça a été une colonie japonaise entre 1895 et 1945, et ce créole, il est né du contact entre les colons japonais et les atayals autochtones qui habitaient dans les villages de la région de Ilan, au nord-est de l'île. En 2010, il y avait environ 3000 locuteurs, surtout des personnes très âgées, et aujourd'hui c'est difficile de savoir si la langue est encore parlée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est en voie d'extinction, comme c'est le cas pour toutes les langues aborigènes de Taïwan qui reculent au profit du chinois. Ça commence à faire beaucoup d'informations à digérer et je commence un peu à m'emmêler les pinceaux, alors dites-moi en commentaire si une partie 2 ça vous intéresse avec un peu plus de détails.